Alors, le titre, c'est le répit en Chaudière-Appalaches, un partenariat gagnant, point d'interrogation, et on va voir par la suite pourquoi on met un point d'interrogation. Alors, présentation des présentateurs. Premièrement, moi, je suis Robert Dion, directeur général de l'Appui pour les prochains ans Chaudière-Appalaches, depuis 2011. Ah, on est obligé de se promener. Alors, moi, c'est Sonia Nadeau, je suis la directrice générale de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Alors, Chaudière-Appalaches avait déjà présenté l'année passée le répit aux heures atypiques, où avait été très expliqué un peu l'historique du projet. Donc, on ne va pas nécessairement rentrer dans ce contenu-là. On va plutôt essayer de faire une genre de réflexion sur le partenariat au niveau du répit qui a été développé en Chaudière-Appalaches. Donc, les buts de la présentation, c'est présenter l'expérience de partenariat vécu dans le cadre de services de répit en Chaudière-Appalaches, identifier les principaux défis et enjeux qui ressortent de ce type de partenariat, puis souligner, ou en tout cas à tenter de soulever des questionnements sur les limites du partenariat. On dit partenariat en questionnement, donc un point d'interrogation, parce que pour nous, le partenariat reste en questionnement. Reste en questionnement, parce qu'il faut toujours se poser la question, pas seulement en termes d'efficacité, mais même la pertinence du partenariat. Et c'est parce que c'est quelque chose qui est toujours à faire, toujours à construire. Il faut toujours revenir sur le partenariat qu'on a établi avec nos partenaires. Le plan de présentation, section 1, un petit historique qui va présenter un peu le développement du répit en Chaudière-Appalaches. Deuxième, 3 défis principaux qui démontrent un peu le partenariat à construire. Troisième section, les enjeux. Pas plusieurs, 3 enjeux pour nous permettre de voir qu'est-ce qui est en jeu, dans le fond, mais surtout pour faire ressortir l'idée principale du respect des partenaires et finalement le questionnement sur les limites du partenariat. Est-ce une panacée? On est en santé, hein? Panacée, c'est un remède. Voilà. Alors, je cède la parole à Sonia pour la présentation de l'historique. Cette fois-ci, ça fonctionne. Ah, bon. Merci. Alors, cette fois-ci, moi, je vais vous présenter plus la partie historique du développement du partenariat dans la région de Chaudière-Appalaches, dont le répit aux heures atypiques que Robert a mentionné tantôt, que j'avais présenté l'année dernière, qui est offert le soir et la fin de semaine pour répondre aux besoins des proches aidants suite à des focus group qui ont eu lieu dans notre région. Alors, c'est un chemin plein d'écueils, comme tout bon développement de partenariat, comme vous vous en doutez bien sûr, mais plein d'apprentissages ont été faits pendant cette période-là. Alors, il faudra que tu changes de diapo. OK, c'est fait. Alors, 2006 à 2008, c'était la création d'un nouveau type de répit dans notre région, soit le répit aux heures atypiques. L'Agence de santé et des services sociaux a approché la Société Alzheimer à l'été 2006 pour développer ce nouveau type de partenariat et l'Agence a toujours été en support par la suite. La Société déploie le service, elle donne la formation aux futurs accompagnateurs et aussi en fait la sélection. Les centres de santé financent le service et évaluent les demandes de répit au niveau des proches aidants. Il y a eu des écueils rencontrés, comme dans tout projet nouveau. Alors, par exemple, au niveau de la gestion des ressources humaines, c'est un nouveau créneau dans notre cas, dans le fond, de faire la gestion des accompagnateurs et aussi sur l'étendue d'un grand territoire qui est Chaudière-Appalaches. Il y a eu aussi au niveau de la gestion administrative, au niveau de la facturation principalement. Dans notre cas, on n'en faisait pas au préalable. C'était une période qui a demandé de l'adaptation de part et d'autre les partenaires. En 2011, il y a eu un nouveau partenaire qui est rentré en ligne de jeu. Ça a été la solution au manque de ressources et à l'étendue de notre grand territoire, c'était de faire appel aux coops de services à domicile. Les coops de services à domicile ont assumé graduellement le service de répit compte tenu de l'expertise qu'il y avait au niveau de la gestion des horaires, mais aussi au niveau de la facturation. Ce nouveau partenariat a ses façons de gérer, ce nouveau partenaire-là, qui a demandé des ajustements. Il faut comprendre que sur notre territoire, c'est 8 coops de services à domicile qui ont chacune leur couleur. Certaines sont syndiquées et d'autres pas. Donc, on a eu des enjeux importants. Ce qui a été fait, c'était au niveau des écueils rencontrés, ça a été la gestion différente de chacune des coops de services. Ça a été l'établissement d'un financement par la tarification. Ça a été aussi de négocier des nouvelles ententes de partenariat qui ont été des ententes tripartites. Et aussi, ça a été par le fait même de changer la trajectoire de service.
Par exemple, ce qui a été positif à travers tout ça, c'est qu'on a créé des nouveaux outils qui nous servent pour d'autres services. Alors ça a été très gagnant sur notre territoire. En 2012, l'appui Chaudière-Appalaches, en collaboration avec l'ensemble de ses partenaires, décide de s'inspirer du répit aux heures atypiques pour créer le répit pour moi. Le répit pour moi, c'est une autre formule de répit qui est d'offrir, dans le fond, à coût minime, un maximum de 48 heures de service adapté aux besoins des proches aidants, qui peut prendre à la période, au temps voulu, à la fréquence voulue aussi. L'arrivée de ce nouveau bailleur de fonds, qui a certaines exigences en termes d'application de critères et de reddition de comptes, suscite pour les intervenants des difficultés d'agencement entre les divers programmes qui existent sur notre territoire. Par exemple, il y a un intervenant d'un centre de santé qui a dû faire un bricolage avec 4 formules de répit pour être en mesure de donner 1 semaine de répit à un proche aidant afin de répondre à son besoin. Cela a demandé du temps et de l'argent qui auraient pu être investis ailleurs. Pour les intervenants des centres de santé de notre territoire, c'est davantage de types de répit avec laquelle conjuguer et s'adapter. En 2014, l'appui Chaudière-Appalaches, dans son rôle de mobiliser les partenaires, propose à ses partenaires un chantier de réflexion sur le répit. On est en train d'organiser actuellement une démarche de consultation sur le développement du répit pour moi, mais en lien aussi avec les autres formules de répit. Au-delà de trouver des solutions au niveau de la gestion du répit, l'intention est aussi de revoir comment nous pouvons faire mieux avec l'ensemble des programmes de répit en considérant 5 territoires de centres de santé, en considérant 8 coops de services à domicile et aussi plusieurs partenaires communautaires. Donc là, on arrive à la deuxième partie qui est là de ressortir les défis qu'on a dû relever au niveau du partenariat. 3 défis principaux. Le défi de collaborer, ce qu'on a à relever habituellement. Le défi de simplifier, puis le défi d'innover. Alors, collaborer égale travailler ensemble. C'est le défi que tous connaissent et comprennent généralement quand on travaille en partenariat. Et le début de chacun des types de répit en sont bel et bien l'exemple. Nous connaissons tous des éléments qui favorisent le partenariat, et tantôt, il y en a eu même de nommés. Mais sans élaborer, je vais juste vous les renommer. Alors, d'abord, collaborer, c'est adopter une attitude d'écoute. C'est être le plus transparent possible. C'est de respecter les rôles et la mission des autres. Il faut aussi affirmer son point de vue, mais avec bienveillance. Il faut proposer au départ des objectifs raisonnables et partagés par tous. Il faut établir une vision et des objectifs communs. Il faut, et ça pour moi c'est le plus important, il faut prendre le temps de collaborer. Parce qu'on travaille avec et pour des humains, mais il ne faut pas non plus passer au-delà. Il faut prendre le temps de le faire. Et ça, c'est dans tous les niveaux et dans toutes les structures. Et tantôt, la phrase ressortie, dans le fond, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et l'année dernière, c'était dans le fond le sujet de ma conférence. Mais je pense que c'est une phrase qui est très significative. Deuxième défi, le défi de simplifier. Alors, encore là, de l'étymologie de nos mots qu'on nomme, vient du latin simplex. Et l'idée générale, c'est l'idée du naturel, faire les choses naturellement. Alors, on sait qu'au niveau du répit, on mobilise plusieurs partenaires qui ont chacun leur logique organisationnelle, ils ont leurs contraintes institutionnelles, ils ont leur façon de faire. Et le mariage de ces partenariats peut devenir compliqué, parce que chacun arrive avec ses propres éléments. Donc, on essaye d'appliquer dans ce sens-là le principe KISS qu'on appelle, qui est un terme anglais, une expression anglaise, « Keep it simple ». Et là, le S peut varier, mais dans notre cas, ça va être « Keep it simple and sweet ». Donc, garder ce simple et agréable, dans la joie, comme des fois je le dis. Dans ce sens-là, ça peut simplifier, peut permettre de, surtout dans les processus, alléger la charge de travail. Ça, c'est excessivement important. Sinon, plus on arrive avec nos logiques, on essaie de les composer avec les autres, ça alourdit la charge. Rendre les relations plus fluides aussi, de simplifier. Les rapports avec les partenaires deviennent plus faciles et de travailler de façon plus agréable. Comme je le dis des fois, des intervenants joyeux, c'est des intervenants qui vont être à faire des interventions de qualité. Le défi, sauf que ce défi-là exige de relever certains éléments, dont entre autres
de bien définir les rôles, les responsabilités et les processus dans le cadre surtout de la négociation d'une entente, vraiment préciser les rôles et responsabilités pour faire en sorte qu'on simplifie les choses, établir de la reddition de compte ou des outils de reddition de compte qui sont adaptés à la réalité de chacun. Donc, ça demande vraiment, au départ, quand on négocie, de partir simple au départ, puis après, on peut complexifier nos outils qu'on développe, et évidemment, des outils simples de gestion. Défi 3. Alors, le défi 3, c'est d'innover. Encore un élément du partenariat qui est peu soulevé, mais que nous avons expérimenté. Cela est beaucoup plus exigeant, car si des partenaires réussissent à dépasser leur logique organisationnelle, cela ne veut pas dire qu'ensemble, ils vont apporter des changements dans la structure globale de leur partenariat lorsque ça s'avère nécessaire. Nous allons tenter de le faire dans la démarche de consultation qu'on vous parlait au préalable, où nous allons revoir les manières de faire. L'important, c'est que le proche aidant et ses besoins soient au centre de nos orientations, de nos décisions. Innover, cela exige d'être à l'écoute de notre environnement et des autres, de se distancer de ces pratiques, d'avoir un regard extérieur, de revoir les éléments du partenariat, de se challenger un peu, d'oser explorer de nouvelles avenues, même si elles peuvent paraître folles au début. Si on ne met pas en place des mécanismes pour vraiment explorer de nouvelles avenues, c'est dangereux qu'on s'enferme dans nos pratiques et qu'on n'évolue pas et qu'on ne change pas. Donc là, on tombe à la partie 3 qui est les enjeux du partenariat qu'on a vécu dans le développement du RIPI, et tout tourne autour du respect des partenaires. Alors, pour faire ressortir les 3 enjeux qu'on veut vous présenter, on s'est fait une petite définition maison de ce que c'est un partenariat. Alors, c'est une association négociée, donc l'idée du contrat, entre divers acteurs autonomes qui mettent en commun leur expertise distinctive en vue d'atteindre des objectifs précis. Donc, on retrouve en quelques mots la grande définition que M. Turbine nous avait présentée tantôt. Donc, quand on regarde, ça fait ressortir 3 enjeux. Donc, la qualité de la négociation, la reconnaissance de l'expertise de chacun des partenaires et finalement l'importance de l'autonomie des acteurs dans ce partenariat-là. L'enjeu numéro 1, la qualité de la négociation. Alors, en principe, la négociation est au fondement du partenariat, mais aussi doit le rester. Donc, on doit constamment négocier. Ce n'est pas parce qu'on a signé une entente que c'est terminé. Il faut constamment négocier, revoir les choses, modifier pour pouvoir évidemment bonifier et peaufiner nos processus. Or, souvent, l'urgence de mettre en place des services, l'urgence d'investir rapidement, de répondre aux besoins. Hein, on a des besoins urgents à répondre et ça peut menacer, je dirais, la qualité de la négociation. Et dans ce sens-là, elle devient faussée. Et là, on le voit, des partenaires souvent arrivent avec leur propre exigence ou puis le bâton le représente bien. Donc, on a trop d'exigences vis-à-vis l'autre partenaire. Et du côté d'un bailleur de fonds, et là, je parle en tant que responsable à l'appui Chaudière-Appalaches, si on arrive comme bailleur de fonds avec un programme très défini où là, on précise les objectifs, les moyens et les résultats à atteindre, le problème, c'est que là, on devient un donneur d'ordre et l'organisme avec qui, ou le partenaire avec qui on établit un partenariat devient plus un exécutant. Et ça, le partenariat peut nous conduire souvent à de la sous-traitance. Ça, il faut faire très attention à cet enjeu-là. Moi, j'en arrive à la reconnaissance de l'expertise. En principe, chacun est expert dans son domaine, de par le fait que le réseau communautaire et le réseau de la santé ont établi et collaborent depuis de nombreuses années. On a appris à considérer l'importance de cet enjeu, puis de part et d'autre, les partenaires reconnaissent qu'ils n'ont pas toute l'expertise pour répondre à l'ensemble des services, des besoins pour les proches aidants. Les limites organisationnelles de chacun a rendu nécessaire le partenariat et je dirais pratiquement obligatoire à certains niveaux.
Dans la réalité, la grenouille veut se faire aussi grosse que le bœuf. Ça, c'est des choses qui arrivent aussi dans le quotidien. Alors, mais ici, c'est à vous de décider qui est-ce qui est le bœuf et qu'est-ce qui est la grenouille. Alors, au niveau de la reconnaissance, toujours, on observe quelquefois que des organisations, par nécessité, par désir d'innover ou de se développer, ou même par simple opportunisme, viennent assumer des rôles qu'elles n'avaient pas. Dans des milieux où les ressources existent et qu'il y a peu de ressources et qu'un seul organisme peut assumer plusieurs missions, ça ne me pose pas de problème. Mais là où il existe déjà des ressources existantes sur le terrain, ça peut apporter des tensions entre les partenaires. Cela demande à chacun de ne pas chercher à dupliquer ou à dédoubler les services qui existent déjà. Enjeu numéro 3, l'autonomie des acteurs. Alors, en principe, les acteurs doivent agir de manière volontaire et indépendante, sans contrainte extérieure. Ça, on l'avait vu tantôt avec M. Turbide. Dans la réalité, les partenaires sont souvent de force inégale et là, on voit des partenaires qui ont plus ou moins d'argent pour pouvoir faire certaines choses. Donc, c'est une inégalité assez importante quand l'argent est le nerf de la guerre. Et plus particulièrement, quand il y a un partenariat avec un bailleur de fonds et un organisme communautaire, on le sait, un bailleur de fonds, il a le pouvoir de l'argent, il a la possibilité de choisir ses partenaires et il peut imposer ses conditions. Donc, il y a comme un élément ici à tenir compte, de prendre conscience qu'il y a un partenaire qui est très solide et il peut être très fort pour faire avancer ses objectifs. Contrairement à un organisme de toutes sortes, je n'ai pas nommé communautaire, mais ça peut être une entreprise d'économie sociale ou autre organisme, lui est généralement sous-financé, n'a pas le choix, il n'y a pas un grand choix de partenaires, hein, c'est gouvernement, fondation, et là maintenant l'appui Chaudière-Appalaches pour notre région, et il peut se faire imposer des conditions ou même modifier sa mission pour pouvoir établir un partenariat. Ce qu'on a, nous, tenté d'essayer d'éviter dans ce jeu-là, on sait que le bailleur de fonds, puis ça, c'est à la fois les C3S et l'appui, on sait qu'on avait une force, mais on a tenté de respecter l'autonomie des partenaires avec qui on a le désir de travailler. Donc, quatrième partie, le questionnement sur le partenariat, est-ce une panacée? En fait, il y a, je dirais, on prétend que ce n'est pas nécessairement toujours la solution. En fait, il y a deux sous-questions derrière cette question-là. C'est, est-ce que le réseau de la santé doit toujours établir des partenariats avec les organismes communautaires? Et de l'autre côté, est-ce que les organismes communautaires doivent toujours établir des partenariats avec le réseau de la santé ou avec d'autres organismes communautaires? Je pense qu'il faut se poser la question. Parce que des fois, c'est est-ce que tous les partenariats vont respecter notre mission? Et des fois, dire non à de l'argent, des fois, là est la question aussi. Donc, si on considère que ce n'est pas nécessairement toujours la solution, ça l'est effectivement pour, puis ça c'est un questionnement qu'on a, entre autres pour des interventions ou des services qui nécessitent une action rapide, mais irrégulière. Par exemple, le répit d'urgence. Un proche aidant qui a besoin, en 2 heures, un accompagnateur qui vient à la maison parce qu'il doit aller chez le dentiste ou chez le médecin. Ça, est-ce que on a à établir du partenariat quand on sait que les organismes communautaires n'ont pas nécessairement toujours les ressources pour répondre rapidement à ces cas-là? L'autre chose, c'est quand c'est des interventions qui requièrent des interventions spécialisées. Et là, on fait référence aux aidés qui sont en stade avancé de la maladie d'Alzheimer, où là, c'est des accompagnateurs spécialisés, par exemple des infirmières ou des préposés ayant une formation très spécialisée. Ou sinon, quand un programme est développé et qui exige une reddition de compte, c'est très serré, les organismes communautaires n'ont pas nécessairement les capacités de faire la reddition de compte qui est souvent demandée. Donc, en finale, la question, c'est de dire, est-ce qu'en quelque part, il y a des services qui vont devoir être toujours assumés par le réseau de la santé et ne pas nécessairement établir des partenariats
Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de la collaboration, mais des partenariats, on se pose la question. En conclusion, un partenariat gagnant, c'est un processus long et exigeant, il faut prendre le temps, qui demande à tous de collaborer franchement, où la négociation constructive doit être présente constamment, mais qui a également ses limites, et c'est ce que nous, on se rend compte dans la région de Chaudière-Appalaches. Alors, juste une petite référence qui moi, j'ai trouvé intéressant pour bâtir des partenariats qui marchent. C'est un document qui a été produit en 2003 par l'agence, la Direction de la santé publique de la Régie régionale, mais maintenant, c'est l'Agence de santé et services sociaux de Montréal. Ça, c'est un document qui est accessible sur Internet et qui est intéressant et qui parle beaucoup de négociation. Donc, ça peut être intéressant pour que vous continuiez vos réflexions. Et voilà. Oui.